c'était vraiment très, très intéressant et très riche. Et du coup, l'idée, c'est maintenant qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, des remarques, des retours d'expérience peut-être, des choses particulières, n'hésitez pas en levant la main ou en prenant directement la parole. Je vais intervenir, Madame Thiriet, 30 secondes. Oui, bien sûr. Donc, alors, Monsieur Sarme, je suis chef de service sur un EAP en Saône-et-Loire, sur le EAP de Tournu exactement. Et bah, alors, moi, je voulais juste remercier nos deux intervenantes sur la qualité de l'intervention. C'est vrai que mon objectif 2024 est de développer, au moins d'initier, ceci dit, l'idée de développer une EAP sur le secteur de Tournu. Euh, J'en avais discuté déjà avec Madame Dalloz au mois de décembre. Donc, moi, je vous remercie parce que vous m'avez mâché 50% déjà de mon travail de réflexion sur quelle ligne de conduite je vais adopter. Donc, c'est très bien. Donc, je vais vous remercier par rapport à ça. Puis, je pense que je ne manquerai pas de me retourner vers vous dans l'évolution de mes démarches si toutefois j'avais un questionnement particulier sur cette mise en œuvre, si toutefois cela ne vous dérangeait pas. Voilà. Alors, ça ne nous dérange aucunement dans l'implantation des différentes unités d'enseignement externalisées. On a eu de belles avancées, de belles réussites, et on a aussi fait quelques erreurs, hein. Il ne faut pas se le cacher. Et il nous est arrivé assez régulièrement de nous tromper. Donc si on peut faciliter votre démarche, on vous présentant les différents écueils qu'on peut rencontrer, ça sera avec beaucoup de plaisir. Ouais, bah, ça serait très intéressant. Je pense que je vous recontacterai. Là, je vous enverrai un petit mail pour qu'on puisse prendre un temps indépendant de ce temps d'aujourd'hui pour en échanger. Voilà, c'est agréable de voir la vision un petit peu globale. Moi, ça me conforte un petit peu dans l'idée que j'avais d'organisation. Donc, c'était intéressant. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sarr. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou réflexions aux questions? J'avais juste une question un petit peu précise là quand vous avez abordé sur les différents partenaires et puis ce qui pouvait être pris en charge par différents partenaires. Je me suis posé la question de tout ce qui était fourniture scolaire, adaptation aussi des aspects pédagogiques. Sur le quotidien de la classe, voilà, tout ce qui est petite fourniture, etc. C'est pris en charge par qui? Je remets le microphone. C'est pris en charge par l'établissement. D'accord. Établissement L'établissement médico-social? médico-social qui a une partie de budget dédiée à l'unité, aux unités d'enseignement, qu'elles soient en interne ou en externe. Rien n'empêche aussi à l'équipe enseignante, lors des commandes de matériel, de pouvoir faire une commande un peu spécifique aussi pour les élèves qui viennent en inclusion. Donc, bon, on peut jouer sur ce côté-là aussi, hein. Et on peut tenter, et ça se tente, hein, de demander à certaines municipalités, en fonction de leur budget d'investissement scolaire, d'aménager, par exemple, des TBI, comme ils le font pour les classes ordinaires. Sans garantie aucune, en fonction des municipalités, mais ça se tente. Vous avez évoqué aussi tout un aspect un peu sensoriel dans, dans l'accompagnement de ces élèves. Vous pouvez nous donner des exemples un petit peu plus précis? Vous avez parlé de comptes, mais est-ce que sur d'autres aspects Idéalement, dans la structuration des espaces, ce qu'on essaie de préconiser, c'est deux espaces distincts. Un espace classe dédié aux séquences d'apprentissage scolaire et un espace plus dédié à l'éducatif, au repos, au jeu. Et dans cet espace-là, l'idéal, c'est d'aménager un petit espace sensoriel pour travailler sur toutes les dimensions de l'accompagnement de l'enfant polyhandicapé au quotidien.
Moi, je ne pense pas, mais c'est sans certitude aucune, hein, mais je ne pense pas que l'enfant en situation de polyhandicap puisse être en situation d'apprentissage 6 heures par jour. Il peut être en situation d'apprentissage pendant un temps dédié, puis ensuite être sur une activité éducative ou pour un autre enfant beaucoup plus fatigable sur un temps de repos. D'autres enfants dans l'après-midi vont avoir besoin aussi pour s'apaiser d'un espace sensoriel sur lesquels il est bien, où on ne va rien travailler de spécifique, sinon son apaisement, son bien-être, et puis l'observation faite par les professionnels pour déterminer, renforcer les observations et les analyses faites par le profil sensoriel. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on travaille sur les établissements, mais qui doivent être un petit peu, voire beaucoup, transposés aussi sur l'unité d'enseignement externalisé. Ce n'est pas qu'un espace classe. Moi, j'avais également une question par rapport aux évaluations fonctionnelles que vous évoquiez, de façon à mesurer notamment la progression des élèves. Je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, aussi bien dans les UE que dans les unités, enfin, au sein des établissements qu'en externalisé. Et du coup, est-ce que vous avez construit des grilles? Est-ce que vous vous basez sur le CP? Et qui fait passer ces évaluations, en fait? Alors, là, je vais vous répondre avec une double casquette, hein. Je vais un peu reprendre aussi la casquette expertise métier Andéo, qui se base beaucoup dans son référentiel de certification sur ces évaluations fonctionnelles, essentiellement validées, hein. Donc, sur les évaluations, on a, et je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas parce que les élèves sont en UE qui doivent être privilégiés pour les évaluations fonctionnelles. D'après moi, c'est l'ensemble des enfants concernés par vos établissements qui progressivement doivent pouvoir en bénéficier. Donc d'un point de vue cognitif, on est essentiellement basé sur des évaluations ECP ou Vineland en fonction du jeune, hein. Ça peut être le cas. Sur la communication, celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est l'évaluation chez CEP, avec tous les outils chez CEP qui se déclinent. Au niveau sensoriel, on est globalement sur le profil de Dune, même s'il doit être un peu réadapté pour certains jeunes profils polyhandicap. Donc, en fonction de ces différentes évaluations fonctionnelles reconnues, les professionnels qui peuvent faire la passation sont assez différents. C'est très large au niveau du chez CEP pour les personnes qui potentiellement peuvent être formées. Sur les CP, on est plus axé sur les psychologues. Pour les profils sensoriels, on est plus sur les psychomotriciens. Mais ça s'élargit tranquillement parce que ces professionnels sont parfois des denrées rares sur les établissements et qu'ils ne peuvent pas tout faire et passer leur vie non plus à faire des évaluations fonctionnelles. Il ne faut pas non plus oublier tout le travail des éducateurs, le travail un peu historique des éducateurs, qui sont les bilans cliniques et les bilans éducatifs, qui permettent aussi de voir l'évolution du jeune au quotidien. Le gros intérêt que je trouve aussi dans le cadre des évaluations fonctionnelles, c'est que ce sont des évaluations qui sont en regard croisé. C'est-à-dire qu'elles sont notamment faites par la psychologue, par exemple, pour le CP, ou l'orthophoniste pour la CHESEP, mais avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire pour croiser les regards. On est plutôt sur de l'hétéro-évaluation, donc pour croiser les regards et éviter toute subjectivité d'analyse, mais aussi et surtout, elles sont faites avec les familles. Et ces évaluations sont un outil de dialogue avec les familles et leur perception des compétences et des difficultés de leur enfant. Et cet outil de dialogue avec les familles permet aussi de renforcer le lien et de déterminer des objectifs qui soient communs et partagés. Enfin, voilà, ne me lancez pas trop, je peux faire long par contre, il faut me couper. Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on puisse peut-être passer à la présentation suivante?
Bon, moi, je vous remercie vraiment sincèrement, Madame Bergamasco et Madame Lacombe, pour votre présentation. Et puis, on va pouvoir laisser la parole à Madame Fesquet et Madame Couturet, qui vont nous parler de leur expérience, du coup, menée en Haute-Saône. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Laurence, je vous pique le partage du coup. Je ne sais pas si vous voyez. Alors déjà, bonjour à tous. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, je suis malade. Voilà. J'espère que vous m'entendez suffisamment. Dan, es-tu là? Parce que du coup, quand on partage, on ne voit plus personne. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, à nous interrompre si jamais vous avez des questions particulières directement. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis directrice du DIM d'Héricourt qui a ouvert en fait une UEEP en 2019. Dan? Moi, je suis donc Danielle Couturet, je suis conseillère pédagogique à l'AESH, donc au SDEI, sur le département de la Haute-Saône, et je suis conseillère pédagogique depuis déjà quelques années. Voilà. Alors, je vais rapidement vous présenter l'établissement parce que ça va vous donner des informations sur notre socle de compétences avant de s'occuper des élèves polyhandicapés. Donc, on est passé en dispositif médico-éducatif comme la plupart des IME, avec un dispositif de répit. On a des jeunes accompagnés qui sont soit de la déficience intellectuelle, soit des troubles du spectre autistique, soit porteurs de polyhandicap. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes polyhandicapés. On a 77 jeunes accompagnés, entre 3 et 21 ans, 30 en milieu ordinaire et 47 en accueil jour. Et donc, on a 16 jeunes en accueil jour au service polyhandicap. On a un plateau technique de 60 ETP qui a la chance d'être complet, donc avec bien sûr des éducatifs, un pédopsychiatre, psychologue, kiné, psychomotricienne, ergothérapeute, orthophoniste, médecin de médecine physique avec qui on fait des consultations croisées, et puis l'équipe encadrante, services généraux. Voilà. Alors, la spécificité en fait de l'établissement, c'est qu'on a démarré très tôt les unités d'enseignement. Donc à l'école Boré, à l'école élémentaire, justement où on externalisera l'UEP, on a démarré une UE en 2011 avec du coup voilà les jeunes qui étaient soit déficients intellectuels, soit TSA, soit certains à certains moments polyhandicapés. Ensuite, on a ouvert en 2013 au collège, avec toujours en parallèle une unité d'enseignement en interne. J'y tiens, je pense qu'il y a vraiment besoin de garder un espace de repli, même si c'est que séquentiel, pour des jeunes qui temporairement sont pas en état d'aller à l'école, ça va les mettre en difficulté, ou pour les préparer à une scolarisation externalisée. Ça marche plus. D'accord. Alors, attendez. Ouais, je sais pas pourquoi ça marche pas. Je vais vous dérouler la diapo, ce sera plus simple. Hop. Voilà, donc du coup, 2019, on a ouvert
Je fais une retentative. Ça marche. L'UE au lycée, pour que du coup les jeunes aient un parcours complet. Ensuite, en 2021, on a répondu à un appel à projet pour être pilote de l'EMAS sur la Haute-Saône, hein, donc l'équipe mobile d'appui à la scolarisation. Et on a ouvert un dispositif d'autorégulation dans une école primaire à Lure en 2022. Ce qui nous concerne ce matin, c'est l'UEP. Donc, nous, on a ouvert une UEP en 2019, unité d'enseignement pour élèves polyhandicapés, hein, puisque je rappelle que le deuxième E, c'est élèves et c'est pas externalisé, pour faire simple, et qu'on a externalisé en fait cette UEP en 2022. Je vais y arriver tout de suite. L'idée, c'était au niveau de la scolarisation des élèves polyhandicapés, c'était donc avant 2019, on avait essentiellement en interne de la scolarisation d'élèves en individuel avec des moyens 0,5 ETP d'enseignants. En 2019, et ça recommence. Désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne déroule pas. Voilà, est-ce que vous voyez bien comme ça ou est-ce que c'est trop petit? Non, c'est bien comme ça. Donc, en 2019, on a démarré une unité d'enseignement pour élèves polyhandicapés en interne, avec une classe dédiée, c'est-à-dire que par groupe d'âge, nous avions 3 temps scolaires sur la journée de 5 élèves, 5-6 élèves qui étaient en classe avec une enseignante. Et donc, ça nous a permis, alors après il y a eu le Covid, hein, mais cela nous a permis de mesurer la différence d'année de mois, Le changement de pertinence et de réponse aux besoins, de pouvoir effectivement proposer à ces jeunes beaucoup plus de temps d'enseignement. Et en collectif, ouais. Et en collectif. Je pense que cette étape, mine de rien, elle est importante parce que d'avoir commencé quand même par sans le vouloir, hein, par vraiment un dispositif, une UE à l'interne, pour prendre ses marques, pour voir ce qui était possible, pour pouvoir commencer je dirais presque à s'acculturer les enseignants et les éducateurs. Ça a permis un petit peu de pouvoir avoir cette capacité je dirais pas de rodage, mais presque, quoi. Et puis après, après la suite était là. Mais c'est vrai qu'avant 2019, il y avait peu de moyens d'enseignement et du coup, ils n'étaient pas spécialement non plus fléchés, nos enseignants, sur la scolarisation des élèves polyhandicapés. Hein. Moi, j'avais beau soutenir en formation cette envie de se dire qu'il y avait cette mobilité, qu'il y avait aussi, c'était normal que ces jeunes aient la scolarité, mais du coup, en réfléchissant un peu à nos pratiques, on se disait, bah oui, on offre quand même peu à ces élèves-là. Donc en fait, voilà, ça montre bien cette diapo-là, toute la progression et le cheminement qu'il y a eu dans le changement de regard, dans le positionnement par rapport à là où on en est aujourd'hui. Et du coup, le collectif, on a découvert le collectif et les interactions, les stimulations croisées qu'il pouvait y avoir entre les jeunes. Donc en septembre 22, on a externalisé cette unité d'enseignement, enfin cette UEP, à l'école élémentaire Boré, où nous avions déjà une UE ouverte, en faisant le choix d'avoir donc une UEP spécifique, une classe spécifique aménagée pour ces élèves particuliers. On a maintenu aussi, et on est en train de travailler là-dessus, sur la suite, on a maintenu en interne une unité d'enseignement pour les plus grands, polyhandicapés, et pour certains jeunes qui
peuvent à certains moments être malades, avoir des troubles du comportement et où du coup, ça va pas être le moment de rajouter une scolarisation en milieu ouvert. Donc au niveau effectivement du contexte, hein, nous sommes appuyés au-delà du postulat d'éducabilité, au-delà d'effectivement de se dire que la scolarisation, elle était bénéfique, indispensable pour tous. On sait forcément, on a attendu nous aussi, et quand on a vu arriver cette circulaire de 2020, ça a aussi conforté cette idée de se dire que c'était sans doute possible qu'on puisse avoir effectivement des unités pour enfants polyhandicapés. Donc là, on est passé sur, comme le disait Anne, sur de l'externalisation. Et parce que même si on avait une unité d'enseignement à l'école Boré, où on pouvait accueillir des enfants, aider les enfants avec des déficits, des déficits intellectuels, ou alors des enfants TSA, on pouvait effectivement avoir un enfant polyhandicapé, mais dans certaines circonstances, quoi. Donc, si on voulait répondre à un maximum d'enfants en situation de polyhandicap, il fallait effectivement pouvoir créer cette unité spéciale. On s'est appuyé effectivement sur les recommandations de bonnes pratiques, et ce qui nous a permis effectivement de pouvoir avancer sur ce projet-là. On peut passer à ensuite, l'objectif de cette externalisation, c'était permettre à des jeunes de pouvoir être scolarisés sur l'école ordinaire, avec effectivement cet objectif premier, mais pas uniquement, de pouvoir vivre des moments avec d'autres enfants hors les murs d'un établissement, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut tous être d'accord sur le fait de se dire que voilà, aucun enfant, sauf effectivement des besoins bien spécifiques, ne doit être privé de moments de vivre ensemble avec ses pairs dans l'école. Ça corrobore ce que disaient mesdames Bergascomo et mesdames Lecombe, et puis même le témoignage du papa d'Oussef, qui effectivement montre bien cette idée-là. Ensuite, favoriser le vivre ensemble et l'école pour tous pour bâtir la société inclusive de demain. Madame Lacombe évoquait l'école par tous et l'école pour tous. Oui, effectivement, et on est persuadé, Francesca et moi, et puis bien d'autres, que peut-être notre société inclusive, elle passe sans doute d'abord c'est peut-être l'école inclusive d'abord qui va nous permettre de passer à une société plus inclusive, et puis une école et puis une société plus tard où on enlèvera enfin inclusive. Donc voilà un petit peu les objectifs qui nous ont aussi poussé à se dire on va aller un peu au-delà de ça, et on va essayer d'externaliser nos élèves les plus fragiles. Alors, je vais démarrer par donc tout ça a nécessité bien sûr des collaborations renforcées. Donc dans le cadre jaune, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, on a démarré d'abord par convaincre en interne. Donc ça, c'est pas une mince affaire en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors en plus, il y a des travaux qui démarrent, donc j'espère que vous n'entendez pas le bruit que moi j'entends. Donc convaincre en interne au niveau du conseil d'administration. Donc on fait partie de l'ADAPI, groupe associatif Andéof, mais ADAPI de Haute-Saône, avec donc des parents qu'il a fallu convaincre, parents qui sont au conseil d'administration et qui, comme ça a été dit, ont pu vivre des choses traumatiques au niveau des écoles. Alors, en plus des parents plutôt âgés, donc qui ont vécu l'école il y a 10, 15, parfois 20 ans, avec leur enfant polyhandicapé. Mais voilà, mais ça a été porté du coup par le conseil d'administration, par la direction générale. Et ensuite, il a fallu convaincre les éducateurs. Les éducateurs, donc pour la petite histoire, j'y reviendrai si vous avez des questions ensuite. L'équipe qui était en place au moment où on a parlé du projet, puisque du coup on a commencé à en parler dès 2020, 2021, on était dans la préparation, on a mis à peu près 1 an et demi à travailler le projet avec la mairie notamment, au niveau des locaux. Du coup,
on a travaillé avec l'équipe et en fait, aucun des éducateurs qui étaient en poste à ce moment-là n'a souhaité participer au projet, puisque en fait, pour eux, autant ils étaient convaincus de l'inclusion de tous les enfants qui avaient des capacités cognitives, autant nos enfants polyhandicapés dans l'établissement, c'est vrai que c'est des petits niveaux, hein, comme on dit, et qu'on est sur des temps beaucoup centrés sur le sensoriel. Et donc, en fait, ne voyaient pas l'intérêt de les emmener à l'école pour y faire quoi, pour les remplacer, puisque le sensoriel, c'est eux qui le faisaient. Voilà. Donc ça, c'était les propos qui ont été tenus au moment du lancement du projet. Donc, il a fallu faire un appel à candidature au sein de l'établissement pour avoir des salariés qui étaient partants pour participer à ce projet. Au niveau collaboration renforcée, l'éducation nationale, je te laisse en parler, Dan. Non, tu peux y aller. Enfin, au niveau de l'éducation nationale, bien entendu, le projet a été présenté d'abord à l'inspectrice chargée de l'ASH, hein, qui a partagé cette idée. Et il a fallu se rapprocher également de l'inspectrice de la circonscription, là où est implantée donc l'école de Héricourt. Et puis après, il y a eu ce choix de cette école là, qui a été guidée par effectivement la connaissance de l'équipe déjà, l'antériorité des pratiques de cette équipe pédagogique qui reste d'ailleurs une équipe un peu, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur cette équipe en fait, qui avait déjà une UE dans l'école et qui avait déjà un regard un peu particulier et voilà, qui n'était pas et qui a été assez partie prenante. Donc voilà, au niveau de l'école, voilà ce qui s'est passé particulièrement au niveau de l'éducation nationale dans un premier temps en tout cas. C'est vrai qu'on revient après, désolée, on revient après, on a des diapos pour détailler. Mais du coup, la collaboration avec l'ARS aussi a été essentielle. Je la développe juste après, avec la mairie, bien sûr, et les familles, à la fois des jeunes concernés et les familles de l'école. Donc voilà, donc au niveau de l'éducation, hein, ce que l'on disait, d'abord le premier travail avec les inspecteurs, où on a présenté aussi le projet forcément au DAZEN, hein, d'ailleurs qui est déjà venu faire aussi les visites, etc. Voilà, ça aussi c'est important, hein, des directions académiques qui ont sur le département, on a la chance d'avoir un DAZEN qui effectivement a une responsabilité par rapport à l'école inclusive et donc ça facilite grandement les choses. Bon, une inspectrice de la SH forcément qui porte ça et puis des inspecteurs de circonscription qui sont déjà, parce que sur le département nous devons avoir 22 unités d'enseignement externalisées, donc c'est vrai que sur le département ça fait quasiment, on n'a quasiment plus à créer. Donc, tous les inspecteurs de circonscription sont quand même ont déjà rencontré et savent voilà, ce qu'est une unité d'enseignement externalisé et quelles sont les finalités. Et du coup, bon, c'était avec un public un peu particulier. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de grande difficulté à convaincre l'éducation nationale là-dessus, en tout cas. Le choix d'école, on en a parlé. Peut-être toi, Anne, par rapport à ta mairie. En fait, je crois que j'en parle après, mais effectivement, il a fallu réfléchir au choix de l'école avec la mairie, puisque forcément l'école telle qu'elle était nécessitait des travaux pour la rendre accessible et pour avoir suffisamment d'espace, comme disait Florence tout à l'heure, avoir plusieurs espaces différents. Et du coup, voilà, il y a eu des hésitations autour de l'école pour finir, pour notre plus grand bonheur, retomber sur l'école qu'on connaissait bien, avec qui on travaillait déjà et qui nous a accueillis les bras ouverts, quoi. Parce qu'on a des fois des belles bâtisses dans nos écoles, mais qui pour le coup ne sont pas accessibles, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller loin, il faut faire beaucoup de pas pour se trouver confronté à des marches, à différentes choses.
Alors, l'ARS. Donc, l'ARS, alors moi, je tiens quand même à dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui souhaitent ouvrir des UEP prochainement. En fait, l'UEP, c'est une UE, et du coup, en fait, on a 0 budget alloué au départ, hein. Le cahier des charges, contrairement à d'autres cahiers des charges comme le DAR, les UEMA, etc., ne prévoit pas de budget supplémentaire d'office, hein. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait réajuster, hein. Je ne sais pas si quelqu'un est en lien avec les ministères, mais en tout cas, voilà, je pense que là, il y a des choses à faire remonter. Donc heureusement qu'on a eu une ARS en local qui nous a vraiment soutenus et qui, au fur et à mesure de l'avancée du projet, nous a octroyé des moyens. Mais au départ, ça se faisait à ISO Ressources. Ensuite, ils ont, quand ils ont vu la complexité d'aménager le locaux, ils ont participé aux travaux avec une dotation ponctuelle au niveau financier. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement, donc année 1, année 2, année 3, ils ont octroyé des moyens. Donc, au départ, c'était les moyens humains du DIM de départ. Puis, en cours d'année, on a eu une aide-soignante supplémentaire qui nous a été octroyée à 0,5 dans un premier temps, puis l'année d'après à 1, puis 6 mois plus tard, on a eu un ETP supplémentaire d'AES. On a fait des CNR pour la supervision et la formation, hein, puisqu'on travaille avec A+, avec Florence, hein, comme vous avez compris, et que tout ça me semble essentiel, j'y reviendrai après. Et on a demandé depuis le départ, et ça vient de nous être octroyé là, de pouvoir acheter un TPMR de plus pour pas prendre celui de l'établissement et que les autres jeunes ne puissent plus bouger. Un TPMR dédié, et du coup, on a une participation à l'achat d'un nouveau TPMR. Au niveau de la mairie, alors là, il y a eu un gros travail qui a été fait. Je vous dis, on a à peu près œuvré pendant 1 an et demi avec donc des rencontres conjointes entre l'équipe de mairie, donc valider l'école choisie, monter le dossier financier technique, donc gros dossier technique. Je vais vous montrer les plans tout à l'heure puisqu'il y a eu quand même pas mal d'aménagements avec au départ une idée d'agrandissement de l'école et pour finir, l'école a poussé, nous a fait de la place. Et donc ça n'a pas été simple, hein, parce que nous faire de la place, ça veut dire que du coup, eux en ont moins. Voilà. Donc ça peut paraître facile comme ça, mais au quotidien, de temps en temps, ça ressort un petit peu. Tout ça a été présenté donc en conseil municipal pour validation. Alors par contre, très très bien accueilli, et puis ça a été voté à 100% pour que ça démarre. Et puis après, il y a eu le suivi des travaux dans facile 6 mois. Il y a eu aussi énormément d'échanges autour des transports et notamment l'arrivée des TPMR, puisque nous avons fait le choix en fait de faire arriver les enfants directement à l'école. Donc plusieurs tournées, plusieurs TPMR qui arrivent avec les jeunes. Et on a pu négocier avec la mairie la rentrée des TPMR dans la cour de l'école une fois que les autres sont rentrés. Donc l'entrée, la rentrée, le démarrage de l'école est décalé d'un quart d'heure pour pouvoir rentrer et déposer les enfants devant la salle de classe. Au niveau des repas, c'est en cours, puisque en fait, au niveau de la Comcom, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité de pouvoir accueillir des enfants polyhandicapés au sein de leur espace. Donc, l'aménagement des locaux, et alors là, je réessaye. Non, mais c'est un truc de fou. Il faut quand même que je vous le montre en entier, celui-là. Par rapport à ce qu'on disait, pendant que tu cherches, par rapport au Ah ouais, salon, vas-y. parler des transports,
tu parlais des transports où il y a eu une vraie réflexion et je sais que c'est pas facile et je salue le travail de l'IME là-dessus, de se dire que c'était sans doute quelque chose d'important qu'on puisse essayer au fait que les élèves puissent arriver directement à l'école sans passer par l'IME. Parce que du coup, ça donne aussi tout son sens hein, et ça renvoie au propos du Papa Youssef, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une zone urbaine, donc effectivement, on va chercher les élèves dans des villages autour, etc. Et donc, il y a une vraie organisation au niveau des transports, mais je crois que l'arrivée directement à l'école, eh ben, c'est autre chose que d'aller à l'IME et de descendre à l'école après, quoi. Même si ce serait peut-être plus simple pour l'IME. En tout cas, c'était une vraie volonté. Alors, au niveau des locaux, donc ce qui est en vert est existant. Simplement, l'UE 1, c'était notre salle d'UE précédente. Donc, l'UE a été délocalisée, enfin, a été mis dans une autre salle de classe qui était en fait une salle d'art plastique et d'informatique. Et du coup, tout l'espace là a été libéré et toute la partie basse, c'était un couloir. Donc, il a fallu cloisonner, il a fallu faire une rampe d'accès sur la droite, il a fallu créer donc une salle de classe. Donc, l'UE1 est une salle de classe avec un coin sensoriel en haut à gauche. Il a fallu créer un coin de change avec donc tout ce qu'il faut, table de change, porte-personne, enfin voilà, tous les moyens nécessaires pour pouvoir changer les jeunes qui forcément en une matinée sont tous changés au moins une fois. Et l'UE2, c'est une salle pour les éducateurs et pour éventuellement du sensoriel, de la peinture, etc. Un bureau a aussi été aménagé pour que orthophonistes et psychologues puissent venir faire leur séance au niveau de l'école. Je pense qu'on en a pas mal parlé, mais ce qui a été surtout abordé, c'est, enfin, là où je voudrais faire un zoom, c'est surtout au niveau du conseil d'école. Donc, il y a eu une présentation à plusieurs conseils d'école, et puis du coup, je vais passer directement à la diapo d'après parce que il a fallu convaincre les familles de l'école que la présence d'élèves polyhandicapés ne freinerait pas leur enfant dans leur avancée scolaire et que au contraire, ça serait un plus parce que dans la diversité, dans l'acceptation de l'autre, leur enfant sortirait grandi. Donc en deux temps d'échange, les parents élus étaient convaincus et tout s'est bien passé. On a pu aussi travailler évidemment avec les familles des jeunes concernés, donc faire des visites en amont, partager des temps de fête. Les enfants, avec leurs parents, ont pu aller participer aux fêtes l'année qui a précédé la première rentrée. Il y a eu des temps de rencontres, de visites. Il y a eu un moment très fort d'échange avec des parents qui n'étaient pas encore convaincus que leur enfant avait la place à l'école. Où j'avais convié une famille qui a témoigné du coup de ce que ça avait changé pour elle quand sa fille a été scolarisée dans l'école, qu'elle était reconnue dans la rue par d'autres enfants quand ils circulaient dans Héricourt et que cette normalité et cette sociabilité enfin, la maman, elle témoignait qu'elle en aurait pleuré tellement c'était important pour elle. Voilà, et puis c'est vrai que ces visites en amont, elles ont été aussi
elles nous ont paru indispensables pour que et l'enfant et les parents puissent se projeter, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans 2 mois d'été, là où on ne sait pas trop comment ça va se passer, où est-ce qu'on va arriver, etc. Et je pense que c'était important de pouvoir faire ces rencontres sur les lieux, un petit peu visiter et voir un peu ce qu'il allait se passer quelques mois plus tard, quoi, après les congés d'été. Très vite, il nous a semblé important, au vu du partenariat, hein, de toutes les parties prenantes, de mettre en place un COPIL, donc comité de pilotage, qui s'est réuni 2 fois la première année, 2 fois la deuxième, et je pense qu'on va progressivement n'avoir plus qu'une seule réunion. Mais c'est vrai que pour démarrer, il y a eu énormément de choses à échanger. Donc les professionnels prévus, comme je l'ai dit, au départ, on avait donc une enseignante spécialisée du coup qui a été recrutée. Je te laisse peut-être en parler, Dan, Oui, du recrutement. c'était sur des mouvements, on avait un petit peu de mal à avoir aussi des enseignants sur l'IME des Ricourt, parce que c'est un petit peu excentré du département. En fait, on est en limite d'autres départements. Et du coup, on a proposé un poste de l'IME sur ce qu'on appelle les mouvements pop, hein. Donc des mouvements qui paraissent au niveau national et qui donc permettent à des enseignants spécialisés de pouvoir hors dispositif d'Exea et d'INEA, hein, donc la façon à ce que les enseignants puissent quitter un département, rentrer dans un autre département, etc. Donc voilà, on a mis un poste de IME et on a eu une enseignante spécialisée qui enseignait en région parisienne et qui du coup a postulé et est arrivée à Héricourt. Bon, elle avait aussi de la famille pas très loin, etc. Mais en tout cas, ça a permis d'avoir une enseignante spécialisée. Voilà, au niveau donc des professionnels prévus, donc en plus de l'enseignante, il devrait y avoir chaque jour, hors absentéisme, hein, parce que ça aussi, c'est pas simple à gérer, mais bon, je pense que ça doit vous parler. Une éducatrice spécialisée, d'abord une AMP, et puis, comme je vous ai expliqué, on a eu l'autorisation d'un poste supplémentaire, et très vite une aide-soignante. Donc, on a actuellement 8 élèves, 5 filles, 3 garçons de 8 à 14 ans. Alors, l'âge a été élargi parce que du coup, on s'est dit que c'était quand même important que ces jeunes puissent faire un petit peu d'externalisation avant de basculer au collège. Et puis, ça nous permettait à nous de construire aussi la suite. Hein, donc, il y a 3 élèves, notamment, qui doivent passer en UE collège l'année prochaine. On a fait le choix également pour l'instant, d'avoir les élèves que sur l'UEP à l'école 4 matinées. Donc, ils y sont le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Une arrivée en transport collectif directement à l'école et des professionnels médicaux, paramédicaux et psychologues qui interviennent sur place. Ensuite, ils se replient pour manger sur l'IME et ils ont des temps calmes et des temps notamment de verticalisation, de rééducation sur le DIM l'après-midi. Donc au niveau des projets, donc en fait, on a essayé aussi de se dire, il y avait vraiment 2 axes qui étaient importants sur le fonctionnement de l'UEP. C'est de se dire que suite à un stage qu'on a eu la chance de faire, Anne et moi sur Paris, on a donc, comme ça a été évoqué, pris conscience de l'importance du travail collectif. Donc c'était de se dire qu'effectivement on faisait du travail collectif en UEP. Et après ça, le deuxième axe, c'était de se dire que si on était dans une UEP, donc si on était en externalisé, c'était pas pour rester dans quatre autres murs que ceux de l'IME, et effectivement essayer de pouvoir faire des activités partagées avec les élèves de l'école sans avoir rien à proposer, mais en tout cas, tout était à construire.
Tout est là à construire. Donc, du coup, au niveau de la musique, il y a donc une intervenante extérieure qui est rémunérée par l'IME, par le DIM, et qui donc va proposer des séances aux jeunes, aux élèves de l'UEP. Et donc, ils sont systématiquement accompagnés par des élèves. C'est-à-dire que cette activité-là est aussi proposée à quelques élèves d'une classe de CP, CE1 qui viennent se joindre aux élèves de l'UEP pour avoir ce moment partagé. Et puis également au niveau du sport partagé, donc un éducateur à pas de l'IME qui va proposer des activités, puisque si vous avez vu dans les plans, juste à côté de l'UEP, on a la chance d'avoir une grande salle de motricité, donc c'est très très facile du coup pour l'accès. Et c'est pareil, donc l'éducateur va pouvoir proposer, puisque c'est sa spécialité, donc des activités autour de l'éducation physique et sportive, enfin d'activités de sport partagé, en invitant systématiquement aussi toujours des élèves, donc soit des CM, soit de CP-CE1 en fonction de l'âge des élèves polyhandicapés, accompagnés par un enseignant également pour encadrer cette activité. Et puis, donc ça, ce sont des projets qui sont réguliers, qui sont systématiquement mis en place, qui se proposent toutes les semaines. Et également des activités plus ponctuelles pour participer aux activités de l'école. Donc, la patinoire qui a déjà eu lieu depuis 2 années, où effectivement, là, des parents se sont dit qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils pouvaient amener leur enfant à la patinoire. Du coup, le fait de pouvoir aller à la patinoire, donc avec une classe, si ma mémoire est bonne, de CM, donc effectivement, on a des élèves qui vont participer à tout ce créneau sur la patinoire avec les élèves d'une classe ordinaire. Donc là, c'est pareil, il y a des belles choses qui se font, hein, puisqu'on pousse les fauteuils, comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure. Des activités autour du cinéma, autour du carnaval également. Alors là, c'était cette année, et pour vous dire que effectivement, l'UEP fait vraiment partie de l'école. Donc, la journée du carnaval, essentiellement, on fait souvent une fête les après-midi. Et là, comme on l'a dit tout de suite, les élèves polyhandicapés ne sont à l'école que le matin. Donc, en fait, le carnaval, la manifestation festive autour du carnaval et tout, c'est fait le matin pour toute l'école, pour qu'effectivement, les élèves de l'UEP puissent participer à cette activité de l'école. Il y a des activités partagées autour de la lecture. Hein. Nous avons des élèves qui viennent lire, qui viennent participer à des activités de lecture avec les jeunes de l'UEP. Et puis, on a quelques élèves de l'UEP qui vont profiter de moments de lecture, de poésie, etc. et d'activités avec des classes de l'école. Des projets autour du jardinage. Alors là, je crois, c'est des projets qui se font à l'intérieur de l'école ou on remonte sur l'établissement, je ne sais plus. En fait, il y a les deux, mais avec les enfants polyhandicapés, c'est au sein de l'école. L'entretien, la plantation des espaces de fleuris de l'école. Voilà. Et puis l'élevage d'un blob, je ne sais plus où il en est, notre blob, je l'ai pas vu dernièrement, mais voilà. Mais en tout cas, effectivement, tout est prétexte et pour le coup, on a vraiment je vous parlais de la permanence, de la stabilité de l'équipe, et c'est vrai que c'est important parce que du coup, on a vraiment une directrice, hein, il faut saluer, qui effectivement pense systématiquement à se dire j'invite, ça concerne l'UEP et l'UE qui est implanté dans l'école. Voilà. Au niveau d'autres projets à partager, alors cette année, pour la 2e année, on va participer on a monté sur le département de la Haute-Saône la SOP, la semaine olympique et paralympique, une semaine qui aura lieu du 2 au 5 avril, donc c'est proche, c'est très très proche. Et là, on a une grande journée départementale le 5 avril sur Vesoul. Donc Vesoul et Ricourt, c'est 50 km. Hein. Et là, du coup, on a 2000 élèves, 2500 élèves sur une immense, sur des installations sportives. Et on propose différents ateliers sport partagé, handisport, etc. Et là, on a invité tous les élèves du département et on a donc des jeunes du polyhandicap de l'UEP qui vont se joindre à cette manifestation. Et effectivement, il va falloir prendre en compte les besoins particuliers de ces élèves. Et donc, en fait, la mairie nous met
la municipalité met à disposition tous les vestiaires. Tous les vestiaires vont être réquisitionnés et pour être dédiés à l'accompagnement des élèves les plus fragiles, donc ceux de l'UEP d'Héricourt, mais aussi des autres du département, pour pouvoir avoir un vestiaire consacré au change, un vestiaire qui va être consacré à éventuellement une salle de répit, une salle de repos s'il y a besoin, parce qu'on va aussi accueillir des élèves avec des TSA, etc. Donc peut-être qu'il y aura besoin. Des élèves pour pouvoir aussi pouvoir manger peut-être un peu plus au calme que devant tout ça. Enfin, voilà. Donc des journées où on essaie effectivement d'associer au maximum et puis qui sont pas simples, mais qui sont riches, quoi. Voilà. L'UEP, donc c'est aussi une formation conjointe, hein, comme ça a été dit par Florence tout à l'heure. C'est essentiel qu'à un moment donné, il y ait des temps de formation conjoint entre l'équipe médico-sociale et les enseignants, même si on parle polyhandicap et que l'équipe médico-sociale normalement est déjà formée au polyhandicap. C'est pas grave, ça a été 3 jours riches en couleurs et en échanges, voilà, qui a permis de souder l'équipe. Une supervision régulière chaque mois et c'est important parce que c'est un regard tiers, c'est quelqu'un qui nous donne un petit peu le cap de notre progression. Je vais accélérer parce que je pense qu'on a dépassé notre temps. On voulait faire un zoom pour finir sur les difficultés. Donc on en a parlé, on récapitule, effectivement pas de budget supplémentaire. Une collaboration au quotidien avec les enseignants, alors qui est certes en toute bonne entente et tout le monde fait des efforts, mais où on se rend compte que les spécificités des élèves polyhandicapés sont encore parfois oubliées parce que tellement différentes. Voilà, il y a eu une fête qui a été organisée par exemple et où 2 jours avant on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun jeu qui était accessible aux poly. Donc voilà, donc c'est ce genre de petites choses où il faut être vigilant. On a également la problématique des responsabilités partagées. Au niveau des activités, tu veux en parler, Dan ? Au niveau des activités partagées, savoir si effectivement, je vous disais tout à l'heure, par exemple, si on prend EPS et la musique, où on a un éducateur sportif qui est accompagné, qui encadre ces personnels-là qui encadrent les élèves. Le fait de se dire qu'on va avoir 4-5 CM1 qui vont venir se joindre à l'équipe aux élèves polyhandicapés. Est-ce qu'il faut qu'il y ait systématiquement un enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant de la classe de CM1 reste avec ses élèves, avec le reste de sa classe, et du coup, voilà, on est vite confronté. Est-ce qu'il peut y avoir au niveau de la responsabilité l'éducateur APA qui reste effectivement en accompagnement avec des élèves de l'UEP et des élèves de l'école ordinaire. Donc voilà, donc là, il va falloir qu'on voit ça sans doute dans nos conventions. On a encore un petit peu des textes réglementaires qui se percutent, mais en tout cas qui prennent pas en compte toutes ces évolutions-là. Et voilà, donc là, pour l'instant, pour être au niveau réglementaire, là, on a en général l'enseignant de l'UEP qui est là auprès des élèves, et comme ça, on a bien un enseignant devant tous les élèves, quoi. Donc voilà, mais vous voyez, c'est des petits réglages qu'il faut, des petits réglages qu'il va falloir anticiper. Au niveau de la mairie, donc l'accès des élèves, par exemple le portail, il y a des plots à enlever chaque matin, il y a un portail très lourd à ouvrir. Voilà, on a demandé à ce que ce portail puisse être automatisé. Donc c'est en négociation. On aurait besoin aussi au niveau des locaux que les lumières puissent être variées, qu'il y ait un variateur. Bon, voilà, c'est plein de petites choses qui sont pas insurmontables, mais qui nécessitent quand même du travail au quotidien. Et avec les familles, on se rend compte qu'à chaque nouvel arrivant, il faut convaincre. Alors, on pense que comme on s'est quand même pas mal fait connaître sur le territoire environnant au niveau de l'UEP, là maintenant je commence à avoir des parents qui appellent au niveau des admissions parce qu'ils souhaitent avoir leur enfant en UEP. Donc je pense que ça va être de plus en plus facile, mais on a encore quelques familles qui sont difficiles à convaincre. Voilà, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'effectivement,
Et ben on est tous, avec ces projets-là, on est tous engagés autour de valeurs citoyennes pour effectivement construire notre société de demain. C'est un super projet. C'est pas toujours tout simple au quotidien. Moi, je suis moins exposée aux difficultés que peut être Anne, qui est tout près, qui est sur le terrain et tout. Mais effectivement, chacun, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les éducateurs, que ce soit le personnel autour de l'école, chacun, du coup, avec une externalisation d'enfants polyhandicapés, va bouger et va effectivement participer à ce projet autour de belles valeurs et autour de, voilà, on va développer des valeurs d'empathie, des valeurs d'humanisme, des valeurs de, enfin voilà, c'est vraiment une bonne clé d'entrée pour se dire que là, à Maryse, on est peut-être sur l'école par tous et l'école pour tous et que voilà, que c'est un beau projet, mais c'est pas tout ça. Mais c'est un beau projet. Voilà, je vous rejoins tout à fait, Dan. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Et puis, effectivement, nous avons eu la chance de visiter cette unité et moi, j'ai été effectivement stupéfaite par la posture d'élèves des enfants et la manière dont ils étaient attentifs et également par la dynamique inclusive et les temps partagés avec les autres enfants de l'école qui sont vraiment, je crois, de bon augure effectivement pour cette société inclusive. On a 5 minutes peut-être pour une ou deux questions avant de pouvoir passer la parole à une autre UEP dans la Nièvre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Très bien. En tout cas, ceux qui souhaitent venir visiter, voilà, vous êtes les bienvenus. On a déjà eu pas mal de visites, mais effectivement, rien ne remplace de venir sur place, voir comment ça se passe. On vit toujours des moments assez fabuleux avec ces enfants. Merci vraiment infiniment pour votre participation, Madame Fesquier et Madame Couturet. Et puis, Merci. du coup, on va laisser la parole à Madame Saul et Monsieur Hello, qui vont nous faire part de leur expérience dans la Nièvre. Bonjour à tous, donc on va commencer par se présenter. En fait, on va être 3 à vous présenter. On a fait le choix de ne pas faire de slide et de le faire vraiment sur ce qu'on vit à l'heure actuelle, sachant que nous, l'UEP est encore toute jeune puisqu'elle est ouverte que depuis septembre 2022. Donc moi, je suis Caroline Saul, je suis chef de service sur des unités d'enseignement. Je vous le présenterai après. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, je suis Valérie Martin, donc enseignante spécialisée depuis la rentrée de septembre. Et avant, donc j'étais en poste en ULIS pendant plus de 10 ans. Et Charles-Louis Hello, chef de service du CME Louis Villemain depuis novembre 2023. Donc c'est tout frais. Mais j'essaierai de vous apporter ce que je peux sur le fonctionnement du CME, puisque nous, effectivement, l'UE et l'UEP sont là depuis 2022, donc c'est quelque chose quand même malgré tout d'assez récent. L'emploi du temps de l'UE, et Caroline en parlera mieux que moi, a été aménagé et construit avec les équipes éducatives du CME afin de permettre une articulation entre les prises en charge rééducatives, parce qu'on a un plateau technique assez complet, hein, psychomote, ergo, médecin, infirmier, bref. On repart du CME pour expliquer tout ça, je pense. Voilà, parce que c'est un fonctionnement un petit peu particulier pour essayer de favoriser les apprentissages scolaires des enfants en situation de polyhandicap. Nous, ce qu'on essaie, c'est de donner un cadre identifiable des objectifs de travail pour donner un cadre identifiable à l'action pédagogique au sein du CME, en quoi elle apporte une plus-value, justement dans ce fonctionnement que l'on a qui est un petit peu particulier. Parce que tout à l'heure, vous parliez de société inclusive, et c'est justement quand même un changement de paradigme dans le médico-social, en tout cas dans notre secteur,
qui est primordial pour le fonctionnement quotidien et qui peut en même temps bouleverser les habitudes de vie des équipes éducatives. Et parce que, alors, parler du EP, puisqu'il y a un accueil à l'école Pierre Malardier, c'est ça, hein. Donc c'est aussi, il y a de l'intramuros, mais il y a aussi, Caroline va en parler après. Pour que vous puissiez comprendre le contexte. Donc surtout, vous n'hésitez pas du coup à poser des questions ou à nous demander des précisions si vous ne comprenez pas ce qu'on veut dire. Donc déjà, le pôle enfance ADAPI, c'est un IME avec 2 unités externalisées, une en primaire, une au collège. C'est un CESAD pour enfants TSA et un CESAD troubles moteurs. Ce sont 2 unités d'enseignement maternel, une unité d'enseignement élémentaire, un partenariat avec une ULIS professionnelle TSA et le CME et l'UEP. Donc, le CME a comme agrément 30 places, mais depuis quelques années, les places ont été un petit peu modulées. C'est-à-dire qu'on n'est plus pas que sur du polyhandicap. C'est ce qui nous a posé un petit peu question sur la construction justement de l'UEP. C'est qu'il y a 10 places qui sont sur un service d'accueil de jour qui s'est ouvert à moyens constants, donc sur l'agrément du CME pour des enfants porteurs de TSA. Donc quand on a fait le choix d'ouvrir l'UEP, on a aussi fait le choix de les intégrer dans notre fonctionnement puisqu'ils font partie de l'agrément CME, ce qui complexifie le travail en lien avec les équipes et notre travail au quotidien et la mise en œuvre au sein des écoles ainsi que la constitution des groupes classes. Donc on a ouvert en septembre 2022 avec ce contexte-là, avec un passé au niveau de l'école qui a été assez compliqué, beaucoup d'absentéisme de l'enseignante de l'époque, très peu de temps scolaire pour très peu d'enfants. Donc c'est vrai que quand on est arrivé avec notre idée du EEP, ils se sont tous demandé parce qu'on allait leur demander ce que ça allait bouleverser dans leur quotidien. Ils nous ont vraiment mis en valeur le besoin de soins qui a été et qu'on avait en tête, mais voilà, c'était leur grosse inquiétude. Donc on est toujours dans cette construction du coup, parce que c'est que la 2e année scolaire et que notre première année scolaire était au niveau de l'équipe UEP propre d'un demi-poste d'enseignant uniquement avec 2 collègues médico-sociaux. Sachant que sur cette première année, ce demi-poste d'enseignant se coupait avec un temps sur un CESAD, ce qui n'a pas facilité l'organisation de groupes, la constitution des groupes et surtout pouvoir aller au sein d'une classe externalisée sur un groupe scolaire de la commune de référence. On avait très peu de temps. Il a fallu vraiment construire ça en amont avant de passer le cap de l'extérieur. Donc, ça a été très compliqué sur cette année-là, sachant que notre enseignante a été absente à peu près la moitié de l'année. Depuis septembre 2023, nous avons une enseignante à temps plein dédiée justement pour l'UEP, avec toujours les 2 autres collègues du médico-social. Donc là, je dirais qu'on est vraiment en train de la construire depuis septembre 2023. On a pu mettre en place la formation dont les différents intervenants ont parlé. On s'est bien sûr basé sur le cadre réglementaire. On a fait ce travail de partenariat. Les objectifs sont les mêmes, donc on ne va pas revenir dessus. Nous, ce qu'on souhaite vraiment échanger avec vous, c'est la façon dont on travaille aujourd'hui et tout ce qu'il nous reste encore à faire pour le coup. Donc, une enseignante à temps plein, 2 espaces dédiés, un espace de classe en interne du CME, une classe dans le groupe scolaire de notre commune de référence, donc qui est Urzy. Voilà. Donc, la première chose qui est prioritaire pour nous, c'est le besoin du jeune. De manière générale, au-delà de notre projet UEP, ce qui compte, c'est le besoin du jeune. Donc, ce qu'on met en place dans les objectifs, c'est bien sûr leurs besoins, le besoin pédagogique, certes, le besoin éducatif, certes,
mais comme on l'a entendu également, mettre bien en œuvre le projet de soins. On s'épaule aussi donc de l'équipe du CME ou service d'accueil de jour. On est très en lien, et aussi des paramédicaux qui sont en lien sur ce CME. Voilà, tout est co-construit ensemble, ce qui est assez complexe à mettre en œuvre pour laisser les temps de soins et les temps d'enseignement sans voilà, casser tout ce qui a déjà été fait auparavant. Après, par rapport aux différents témoignages, nous, c'est vrai que c'est ce qui nous a questionné aussi, c'est par rapport à la fatigabilité de nos jeunes, au profil de nos jeunes. On est sur des profils polyhandicap assez importants. Donc là, je vais laisser peut-être mon collègue vous en parler un peu plus. Particularité, beaucoup de soins et beaucoup de fatigabilité, ce qui entrave aussi les temps de présence au sein de l'UEP pour que ce soit bénéfique pour eux. Donc, il y a une véritable articulation, effectivement, entre l'aspect pédagogique, éducatif et les prises en charge rééducatives au sens fonctionnel du terme, parce qu'on accueille des personnes en situation de polyhandicap avec souvent des comorbidités associées et une déficience intellectuelle assez sévère. Et sur notre service d'accueil de jour, entre guillemets, des PSA avec déficience intellectuelle associée. Donc, effectivement, ça demande une articulation et peut-être un temps moindre que ce que vous pouvez peut-être voir dans d'autres établissements sur l'aspect pédagogique, parce que l'aspect rééducation fonctionnelle prend un temps effectivement important au quotidien. Donc aujourd'hui, on accueille 19 jeunes sur la totalité donc, de nos différents temps. Certains temps sont sur l'unité externalisée et certains temps sont en interne en fonction voilà, des besoins de soins principalement et de leur potentialité à pouvoir être déplacés aussi. Nous avons fait le choix sur la classe externalisée qui nous a été proposée de ne pas mettre, comme nos collègues, un espace de change avec le matériel, parce qu'on n'avait pas, dans un premier temps, de budget, et pas forcément le nombre de jeunes qui seraient en capacité de sortir de l'établissement. Et du coup, on a fait le choix de les laisser en interne, en tout cas pour l'instant. Je vous laisse continuer du coup sur le fonctionnement de l'UEP. Oui, donc moi j'interviens donc à la fois sur le CME et à l'école. Donc parfois c'est une matinée donc à l'école ordinaire, l'après-midi sur le CME, c'est très variable. À l'école, on emmène principalement donc les enfants du SAGI-SABA, donc des enfants profil autiste. Aussi sur l'école d'Urzy, donc nous n'avons jamais d'aide-soignants, donc d'infirmiers qui viennent avec nous. Donc il y a aussi le problème des enfants polyhandicapés qui ont des besoins donc de soins, pour lesquels il faut faire des PAI. Donc pour nous c'est très compliqué aussi l'obtention des PAI. Il y a un médecin sur le CME, mais donc lui ne veut pas signer donc on va dire le protocole, le PAI, il faut passer donc par le médecin traitant de l'enfant. Donc c'est souvent très long et c'est un peu le parcours du combattant. Moi, j'aimerais justement savoir comment vous fonctionnez à ce niveau-là avec les PAI. Je ne sais pas si Madame Pesquet, vous pouvez répondre à cette question, ou Madame Bergamasco peut-être. Je suis désolée, j'étais en ligne. Donc, c'est quoi la question? C'était par rapport au Madame disait qu'en fait, ils n'avaient pas d'aide-soignante sur la classe et qu'ils avaient du coup, ils devaient fonctionner avec des PAI et qu'ils avaient beaucoup de difficultés à constituer les PAI. Donc, est-ce que vous aviez une expérience par rapport à ça? Pour moi, les PAI, c'est spécifique aux élèves qui sont inscrits sur les listes scolaires. Donc pour moi, même si, parce que de toute façon, l'aide-soignante, quand elle n'est pas là, nous, on a des protocoles en interne où du coup, validés par notre médecin coordo, où du coup, les éducateurs ou éducatifs au sens large distribuent ce qui doit être distribué. Je ne sais pas à quoi vous pensez, éventuellement du bucolam en cas de crise d'épilepsie ou des choses comme ça. Ouais. Oui, voilà. Ouais.
Moi, Donc effectivement, c'est mieux avec une aide-soignante, mais le PAI, de toute façon, comme ils ne sont pas inscrits sur les listes, pour moi, ça n'a pas de... Enfin, je ne sais pas. C'est peut-être l'éducation nationale qui peut répondre. Le PAI est un outil qui est interne à l'éducation nationale, qui s'applique aux élèves qui sont considérés comme des élèves à l'éducation nationale. Je ne pense pas que pour le moment, les UEEP, les élèves soient des élèves de droit commun à l'éducation nationale. Ils dépendent du médico-social. C'est bien une unité externalisée qui appartient au médico-social. Donc, le PAI en question, je me pose la question, enfin, je ne vois pas pourquoi on demanderait un PAI à ces jeunes-là. C'est à l'interne du médico-social qu'on doit trouver la réponse, mais pas dans l'éducation nationale. On est entièrement d'accord. Pardon. Je pense aussi qu'on va avoir dans les PIA de ces élèves une dimension thérapeutique qui va effectivement mettre en évidence les différents points les différents éléments qui répondent aux soins, mais effectivement pas sur les PAI. Je confirme, ils ne sont toujours pas inscrits, il n'y a toujours pas l'INE pour laisser bien les enfants du médico-social. Oui. Donc, il est vrai que nous, on a fait ce choix-là parce qu'on n'a pas en interne, en fait, le protocole et on souhaitait, pour ceux qui vont à l'extérieur, avoir une protection aussi pour eux et avoir, en fait, la démarche juste à faire en cas de problème. Mais voilà, on est en train de travailler dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous bloque et qui peut freiner, par exemple, des partages d'activités au sein de l'école. C'est un de nos freins encore aujourd'hui. Non, ça fait partie de nos freins, tout à fait. Après, un frein qu'on a aussi, alors c'est pareil, je ne sais pas si vous, sur vos établissements, vous le retrouvez, mais on a quand même beaucoup d'absentéisme. Voilà, où les enfants, alors bon, beaucoup de problèmes de soins qui font qu'ils ne sont pas là. Mais du coup, ce qui fait que très régulièrement, il faut qu'on réactualise un peu notre emploi du temps pour que l'unité puisse fonctionner. C'est-à-dire que ça peut nous arriver sur un groupe d'un matin d'avoir aucun jeune. Et donc là, voilà, régulièrement, on va les proposer de prendre d'autres jeunes pour continuer la fluidité de l'action qu'on mène. Mais c'est vrai que se réajuster, pas tous les jours, mais presque, c'est très compliqué pour nous. Donc, je ne sais pas si c'est aussi quelque chose que vous retrouvez, vous, sur vos établissements. Mais pour nous, c'est un frein à l'avancée pédagogique qu'on pourrait proposer. Nous, à partir du moment où ils sont 8, 9, il y en a toujours. Enfin, on n'a jamais les 8 ou les 9 absents en même temps. Par contre, oui, il peut y avoir que la moitié, mais il va en rester 4 qui seront là. Et non, on réaménage pas. Nous, on a déjà suffisamment de réaménagement. Je ne sais pas si chez vous c'est le cas, mais au niveau des pros, qui eux sont aussi absents. Et donc, pro au sens large, que ce soit enseignant ou éducateur, et où là, du coup, on essaye d'avoir un socle commun de professionnels toujours, enfin, qui connaissent et qui savent, connaissent les enfants, qui connaissent les protocoles, qui savent comment ça se passe à l'UEP, avec des outils de partage aussi créés pour les remplaçants, mais bon, voilà, ça, c'est une autre problématique. Pour les enfants, non, je n'ai pas ce souci. D'accord. Oui, alors, est-ce que, excusez-moi, moi, j'ai peut-être pas tout à fait bien compris, mais est-ce que vous pouvez nous préciser du coup l'emploi du temps des enfants par rapport au temps de scolarisation? Parce que quand vous dites que ça change au niveau des temps de classe, au CME, en externalisé, voilà, quels sont un peu les repères Madame Fesquet parlait de tous les matins pour les enfants d'Héricourt. Oui, alors nous, nous prenons 19 francs sur la semaine. Donc, c'est vrai qu'après, on jongle avec les temps, avec les enfants, donc TSA, donc on essaie d'avoir un temps un peu plus long et on les emmène donc plus sur l'école, sur des matinées ou des après-midi. Et puis, pour d'autres enfants, donc on les prend par groupe, de petits groupes de 3, 4, et on fait des temps donc, de 45 minutes environ. Alors, certains enfants sont pris plusieurs fois la semaine, d'autres ne sont pris qu'une seule fois. Donc, voilà. Mais on fait aussi le fait du nombre qu'après, c'est compliqué donc d'établir vraiment un emploi du temps avec plusieurs temps dans une semaine. C'est compliqué à ce niveau-là.
D'accord, donc au niveau externalisation, finalement, il pas le maximum de temps, c'est des séquences de 45 minutes, c'est ça? Sur l'école? Quand on part sur l'école, on part, donc les enfants arrivent vers les 9h, entre 9h et 9h30. Donc on part sur l'école 9h30, donc on arrive vers 10h moins le quart, car on a très peu de chemin, et on revient pour les 11h30, midi moins le quart. Donc sur les temps d'école, on est à peu près 2h30, 2h30 pour l'école. D'accord. Oui, on est sur un montage un peu différent, effectivement. Le montage est très différent en fonction des profils des enfants, en fonction de l'âge aussi, parce qu'on a des jeunes qui arrivent, donc le plus jeune la plus jeune a 6 ans, et puis ça peut aller jusqu'à même 21 ans pour une jeune que je prends sur le temps du midi pendant un petit temps pour faire un petit café Cosette. Et voilà, donc les âges, c'est très très varié. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de groupe classe de constituer, c'est ça? Pour l'instant, pas vraiment, on va dire. En fait, ce qui nous a posé souci pour faire le groupe là, c'est vraiment la différence de handicap et de polyhandicap et le TSA. On sait que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc là, on est en train de travailler justement pour l'année prochaine à avoir des groupes classes très précis sur le matin et l'après-midi de façon à pouvoir construire quelque chose de plus périn sur la semaine et voilà, pour atteindre un petit peu ce que vous avez, vous, sur les matinées. Alors, on rejoint aussi le travail qui est à faire avec les équipes des différents groupes et pas simple. Donc voilà, tout ça fait que ça nous prend du temps et ça nous met peut-être parfois un petit peu plus de difficultés ou on va mettre plus de temps à pouvoir le mettre en place. Okay. Est-ce que sur la collaboration avec l'école, il y a eu des freins ou au contraire des leviers sur des temps partagés d'inclusion, justement, tels que l'évoquait Madame Fesquet? Alors, par contre, nous sommes très bien accueillis à l'école, aussi bien par les enseignants que par les enfants. C'est vrai que nous sommes accueillis à bras ouverts. Et là, nous partageons donc depuis 15 jours un temps de musique. Donc, ils ont un projet musique et nous arrivons à emmener 3 jeunes. Donc, sur les vendredis matins. Et nous faisons les récréations communes pour l'instant. On a eu des temps de lecture aussi par des enfants qui venaient dans la classe en hiver, avec des petits qu'on ne sortait pas dans la cour de récréation. Donc, il y a eu des temps de lecture. Mais bon, c'est vrai qu'on aimerait faire plus et la mise en route est difficile. Et donc, on y croit, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça reste très compliqué au quotidien. Et c'est une volonté de mixer public, poly et TSA? C'est ça, j'ai bien compris. Hein. Oui. Une volonté de prendre, de proposer à tous les jeunes accueillis au sein de l'agrément CME. Ça, c'était un choix. Mais c'est vrai que du coup, ça complique un petit peu le fonctionnement et la mise en œuvre au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, nous, des échanges que on souhaitait faire avec vous. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est vrai qu'on n'a pas souhaité parler du montage de l'unité parce que voilà, il y avait d'autres intervenants qui l'ont très bien fait, donc ça rejoint complètement ce qu'on a fait la toute première année. Mais voilà, nous, vraiment les grosses difficultés qu'on rencontre, c'est vraiment la coordination dans les équipes de par notre agrément qui est peut-être un peu différent par rapport à d'autres. La disparité des niveaux de handicap aussi, où on a quand même beaucoup de niveaux, ils sont au niveau prérequis. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut aussi complexifier la mise en œuvre d'un groupe classe. Et l'absentéisme qui est quand même pour nous quelque chose de complexe, du coup, de par le choix qu'on a fait, en tout cas cette année. Est-ce que vous avez également... Pardon. Non, j'allais dire que voilà, là on est aussi dans l'optique de l'année prochaine avoir des groupes beaucoup plus posés et de pouvoir générer, c'est en cours de réflexion et de mise en place au sein de l'école externalisée, de mettre en place des inclusions dans les groupes classes, de réelles inclusions de nos jeunes dans les groupes classes qui pourraient être totalement faisables par rapport à leur niveau scolaire.
et continuer à partager des projets avec l'école, bien entendu. Je me demandais si vous aviez du coup un retour d'expérience des parents et des familles donc qui bénéficient depuis peu de ce dispositif. On parlait tout à l'heure aussi de l'évolution des enfants et aussi de la proposition qui leur a été faite de cette classe externalisée. Alors, le retour des parents est plutôt positif. C'est vrai qu'on n'a pas fait encore d'enquête parce que malgré tout, c'est tout nouveau et comme notre première année a été assez complexe, on ne voulait pas leur demander leur avis, bien sûr que si, mais c'était pas juste par rapport à ce qu'on souhaitait faire, donc on n'a pas fait d'enquête. Là, c'est vrai que sur la fin d'année, on va essayer quand même de leur proposer une petite enquête afin de savoir leur satisfaction, mais quelque chose qui est réel. Alors, peut-être moins au niveau des familles, en tout cas, moi, je le ressens moins, mais peut-être que Charles plus. Mais au niveau des enfants, on a bien repéré que la classe a été repérée pour les enfants. Ils savent ce qu'ils viennent y faire. Les objectifs, pour le coup, mis en œuvre sont atteints par rapport à eux. Et il y a un plaisir de venir. Et pour nous, on rejoint un des premiers objectifs des UEP, c'est voilà, de favoriser ce temps. Et ça, on l'a obtenu. Après, au niveau des familles, c'est vrai que c'est plus toi qui les rencontres. Oui, mais c'est vrai qu'aussi c'est important pour eux, même ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Mais je pense aussi qu'ils voient les impacts positifs quand même de tout cet aspect pédagogique. Et symboliquement, c'est aussi très important pour les parents. Merci. Et puis, vous évoquiez le fait de ne pas avoir de salle de change du fait des freins architecturaux. Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, va pouvoir être travaillé pour augmenter ce temps de partage de façon plus régulière? Parce qu'on imagine bien, on a parlé de la structuration de l'espace et du temps et les repérages pour ces enfants à besoins spécifiques. On imagine que c'est un vrai frein. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, non, parce que l'école n'a pas d'espace autre à nous proposer. En fait, on a déjà eu la chance d'avoir une salle, mais tout est complet à l'heure actuelle. Après, à terme, ils vont refaire l'école, notamment la maternelle, ce qui nous laissera peut-être une possibilité supplémentaire. Donc ça, on va voir avec la mairie ce qu'on arrive à mailler avec eux. Mais c'est vrai que là, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de possibilité sur ça. Mais bien évidemment que c'est quelque chose qu'on souhaite travailler à venir, de même que la cantine. Les collègues participent au repas de façon à s'habituer aussi au fonctionnement des enfants, parce que notre finalité aurait été qu'on puisse bien sûr passer beaucoup plus de temps au sein de l'école et bénéficier de la cantine, sauf qu'aujourd'hui, leur locaux ne peut absolument pas nous accueillir, rien qu'en termes de présence supplémentaire d'enfants. Donc voilà, on a pas mal de freins à ce niveau-là. Mais voilà, on espère qu'au fur et à mesure des années, on va arriver à les faire tomber et à pouvoir avancer. Effectivement, la partie cantine me semble être probablement un écueil principal. Je sais que nous, on a aussi énormément de jeunes qui mangent mixé. Donc, en fait, en termes d'accès au repas, bon, il y a vraiment tout un travail qu'on est en train de mener avec la communauté de communes, mais qui est loin d'être simple, entre l'espace, entre les tables qui ne sont pas adaptées pour avoir des fauteuils, les moyens supplémentaires du coup qu'il faudrait, et le fait qu'ils ne mangent pas les mêmes... pour nous, 80% de la classe ne mange pas les mêmes aliments que les autres jeunes. Du coup, voilà, ça risque d'être... probablement, on risque de faire des séquences l'après-midi avant de faire la cantine le midi, quoi. En gros. Alors, pour expérience, on a eu les mêmes difficultés sur Limoges, avec au départ une opposition totale de la part de la mairie de travailler sur l'alimentation mixée. Donc, on a trouvé un biais qui est un biais comme il est, c'est-à-dire qu'on utilise les repas qui sont fournis par la cantine et par contre, le mixé est réalisé par les équipes qui ont été formées au moment du repas.
Donc, il y a un espace qui a été aménagé pour mixer, transformer les textures de l'alimentation. C'est les professionnels qui font cette transformation en direct. Et pour des raisons d'hygiène ensuite, c'est le personnel de cantine municipale qui lave le matériel. Voilà. Donc, c'est le seul compromis qu'on avait trouvé. Sur l'UE de Brive-la-Gaillarde, alors là, on avait un petit peu plus de chance. Ils ont accepté de nous fournir l'alimentation mixée crèche halte garderie avec des rations renforcées, bien sûr. Et sur l'UE collège à Brive-la-Gaillarde, là, on a eu énormément de chance. On a eu une équipe de cantine qui a accepté de fonctionner avec les ados polyhandicapés sous forme de self. Donc, les ados faisaient leur choix de repas, comme les autres collégiens sous forme de self. Et le mixé était réalisé par l'équipe de la cantine. Donc, par contre, c'est vrai que c'est des grosses phases de négociation où il faut trouver des compromis. Le compromis à Limoges a été de former l'équipe aux modifications de texture, de fournir un mixeur semi-pro et de le dédier dans un espace. Ça prend un petit peu de temps supplémentaire, mais en tout cas, ça permet de garantir les repas à la cantine. Il y a beaucoup de freins dans les esprits de tous les professionnels sur l'atmosphère de la cantine pour la sérénité des enfants polyhandicapés lors des temps de repas. Pour avoir observé beaucoup de temps de repas comme cela, moi, j'ai vu aucun frein à l'alimentation, bien au contraire. Ça les perturbe pas particulièrement. Par contre, c'est vrai qu'en équipe pro, c'est un investissement supplémentaire, c'est-à-dire que si sur les 5 enfants que vous avez, il y en a 4 à qui on doit donner à manger et qui ont besoin d'aide, ça veut dire qu'en organisation des professionnels et en logistique, ça complique les choses. Sur Limoges, par exemple, ils ont aménagé une rampe pour l'accès à la cantine. On a eu cette chance-là et ils sont même en train, petit sous-coupe, de travailler sur une cantine au sein de l'école où sont accueillis les enfants, parce que pour l'instant, ils sont obligés d'être transportés sur une autre cantine dans une autre école. Voilà. C'est un gros travail logistique. Par contre, là, on va jusqu'au bout de l'inclusif avec une participation au repas et très sincèrement des élèves autour qui sont un petit peu dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent qu'il y ait des enfants polyhandicapés qui mangent mixé à côté. Ce qui en soi, pour moi, déjà, une petite indifférence, c'est déjà un signe d'inclusion réussie. C'est-à-dire qu'ils ne font pas cas et des éventuels désagréments que peuvent représenter l'alimentation au niveau d'enfants qui ont des troubles de la déglutition majeure. Moi, j'avais une petite question, je reviens très très en arrière, sur la partie soins que vous avez sur l'UEP d'Urzy. C'est que vous n'avez pas sur l'ADAPI une équipe de soins qui permette d'établir des protocoles actuellement? Non, en effet, jusqu'à présent, notre médecin ne souhaite pas, lui, faire le protocole. Il souhaite que ce soit le médecin traitant de l'enfant qui le fasse. Et en fait, le médecin traitant nous dit non, ce n'est pas. Voilà, en fait, on est vraiment sur chacun dit que c'est à l'autre de faire et du coup, on n'arrive pas à avancer. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de passer par un PE en se disant on aura au moins quelque chose et ça évite de faire perdre aux enfants des possibilités de partage au sein de l'école. Mais c'est vraiment un frein qu'on a, non pas parce qu'on n'a pas le professionnel, mais parce qu'ils ne sont pas en accord sur ce qu'il faut faire en fait. D'accord. Et une infirmière coordinatrice ne pourrait pas établir ces protocoles avec signature de l'un ou de l'autre? Non. On n'a pas d'infirmier coordinateur. D'accord, ok. Je fais le lien avec l'absentéisme dont vous faites part. Est-ce que cette absence de projet de soins est pas un peu liée aussi à cet absentéisme? Alors, il y a du projet de soins. Là, ce qui nous manque, c'est vraiment ce lien qu'on doit faire avec l'UEP. Au sein du CME, ils ont le projet de soins. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, on souhaitait
pour emmener des enfants qui ont des besoins particuliers et qui ont des risques quand même parfois importants, avoir un protocole détaillé de façon à savoir exactement les actions qu'on doit mettre en œuvre. C'est ça qui nous manque en fait. En revanche, les protocoles de soins au sein du CME sont faits. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Bonne continuation à tous et n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'échanger. Enfin voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir voir les difficultés qu'il y a à droite et à gauche et comment on les résout. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Et Merci, Madame Pesquet. Et moi, Au je vais revoir. devoir vous quitter parce que j'ai une visio à midi là. Donc, je vais devoir aussi vous quitter. Voilà. Ouais, pareil, je dois partir en Donc, c'est réunion, pareil, je dois hein, vous on laisser. est à vos dispositions. Merci, Dan. De rien. Merci Au revoir, beaucoup. au revoir, tout le monde. Au revoir, mesdames, messieurs, dames. Au revoir. Je dois vous laisser également, j'ai une réunion, je suis navrée. En tout cas, merci et bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais vous laisser, Au revoir. si, c'est les heures un peu délicates après. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et bonne chance à vous dans vos projets respectifs, en tout cas. Merci, Voilà, Madame Lacombe. Merci, Madame Lacombe. Merci. Je pense qu'étant donné l'heure, on va peut-être proposer quelques questions, s'il y a des questions ou des remarques complémentaires, ou si vous vouliez ajouter quelque chose. Mais merci vraiment pour votre intervention. Merci à vous en tout cas de nous avoir proposé. C'était très riche. Je veux bien ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis arrivé un petit peu en retard sur la visio. Donc Romain Gibert, je suis adjoint chef de service sur la Fondation Plurielle de Dame Grand Besançon. On a ouvert une UEP en novembre 2022 qui accueille aujourd'hui 8 enfants. 6 à temps plein et 2 à temps partiel le matin. De ce que j'ai entendu, alors on a la même difficulté au niveau de la cantine, puisque le projet initial c'était qu'on puisse, et M. Bourra est présent, donc il était vraiment à l'initiative de ce projet, mais l'idée initiale était comme pour les CLEX-DI, on puisse manger avec les enfants, et on a eu le même refus que j'ai pu comprendre pour les autres collègues, le fait que les enfants mangent mixé. Donc aujourd'hui on a trouvé un biais qui puisse rester à l'école et éviter les allers-retours. C'est que la mairie a mis à disposition un office et on a une personne qui est chargée de transformer les repas. Ce qui reste un frein puisque les enfants mangent dans leur salle, puisqu'aujourd'hui il y a toujours ce refus, en tout cas de la mairie, qu'on puisse manger nos repas à nous. Et les raisons évoquées, c'est surtout l'hygiène. On a essayé de faire changer un petit peu les choses. On a eu plusieurs réunions avec eux, notamment par rapport au déplacement de l'UEP avec un nouveau projet architecturale, mais on sent bien que c'est une grosse réticence. Voilà. Cette question d'hygiène et de transformation des repas. Ce qui pose pas du tout de souci, par exemple, sur un dispositif tel qu'une crèche où les repas arrivent mixés. Et là, on n'a jamais eu de souci sur la livraison des repas. Et moi, je voulais revenir sur le projet de soins, mais voilà, nous, au moment de l'ouverture, donc on a un médecin pédiatre sur la structure qui établit tous les protocoles en lien avec une infirmière présente à temps plein. Et puis sur le dispositif UEP, pour une situation, il y avait la question bénéfice-risque d'envoyer cette jeune à l'UEP. En tout cas, au niveau de ses capacités et tout ce qui était cognitif, c'était vraiment intéressant pour elle. Après, c'était une jeune avec une épilepsie massive. Et là, il y a eu une réelle réflexion, en tout cas avec la famille, les médecins du CHU aussi, parce qu'en fait, sur l'établissement, on a une infirmière à temps plein. Donc, vraiment, elle fait partie des jeunes qui avaient besoin à l'époque d'une infirmière présente à temps plein. Là, il y a eu un consensus de trouver entre la famille et le CHU aussi, par rapport au fait que l'école était proche du CHU, sur le protocole à vraiment construire avec eux en cas de crise d'épilepsie, de désaturation, de choses comme ça. Et ce petit retour, parce que cette jeune, elle avait un taux d'absentéisme assez important à l'époque de l'EAP, elle était nommée comme fatigable. Moi, j'ai fait le point avec la maman il y a peu de temps, puisqu'on était sur une pré-synthèse. Elle a un taux d'absentéisme depuis son arrivée sur l'UEP qui est quasi rien du tout.
Alors, on s'est adapté aussi à elle, à sa fatigue, on a mis un lit pour le repos. Mais en tout cas, on voit que d'avoir pris le risque, avec les bons protocoles, en ayant mis les médecins du CHU dans la boucle, c'était que bénéfique pour elle. Voilà. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que elle faisait partie des jeunes où toutes les équipes se questionnaient vraiment sa présence là-bas par rapport à son besoin médical. C'est une des jeunes qui a dans les plus gros besoins. Voilà, il y a une infirmière qui passe tous les jours pour la GPE. Et pour autant, sa place n'est pas du tout remise en cause sur l'école. Mais voilà, pédiatre et infirmière de l'établissement qui portent aussi ce projet-là. Merci, Monsieur Gilbert, pour ce retour. Et puis la dernière chose, j'aimerais bien être en échange avec ADAPI 58 du coup, parce que nous, il n'y a pas que des enfants en situation de polyhandicap sur l'UEP. On a aussi des enfants avec plutôt des profils plurihandicap, en lien avec les commissions d'harmonisation aussi. On a un jeune qui est sorti Ulysse APF. On a une jeune TSA sur le groupe. Voilà. C'est un peu plus mixé. Alors, on voit que pour les enfants polyhandicapés, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça a un sens que tous ces enfants soient là-bas? Ce qui peut être plus déstabilisant, c'est l'accompagnement des équipes. Voilà, moi, je travaillais avec des professionnels experts dans l'autisme auparavant. On voit aussi les limites, en tout cas, et toute la formation qu'on doit proposer aux professionnels des UEP avec des publics qui sont quand même plus diversifiés, et on n'accompagne pas le polyhandicap comme on accompagne tout ce qui est trouble TSA, le niveau aussi des enfants et de leurs déficiences. Et c'est vrai que les professionnels qui ont fait des années dans le polyhandicap peuvent être en difficulté, je pense, dans les postures éducatives, par exemple. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec mon collègue chef de service, d'essayer d'aller glaner aussi des formations sur le DAM pour que les professionnels aient toutes les cartes en main pour accompagner autant des jeunes TSA sur ce dispositif qui ont des troubles médicaux que des enfants avec un polyhandicap et une déficience motrice. Oui, tout à fait. Mais voilà, n'hésitez pas, avec plaisir, on pourra échanger. Puis je crois que c'est là aussi que la supervision et la question de la supervision avec les projets individualisés a tout son sens, même si voilà, parfois on peut imaginer que pour des professionnels qui n'ont pas l'habitude d'être accompagnés en mode supervision puisse être difficile à mettre en œuvre, mais je pense que ça me semble vraiment essentiel aussi, en tout cas dans les retours d'expérience que moi j'ai pu avoir, pouvoir mettre en place ce type de suivi. Et puis, l'un n'exclut pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir des profils d'enfants accompagnés et surtout de professionnels qualifiés qui sont assez mixtes, mais les professionnels plus spécialisés dans le polyhandicap peuvent apporter énormément de ressources aux professionnels formés TSA, et de plus en plus dans l'accompagnement des enfants en situation de polyhandicap, on utilise des outils qui sont inspirés des modes d'accompagnement TSA, parce qu'on travaille, même si c'est un peu plus complexe, la structuration de l'espace et du temps, on est sur des modèles TSA, l'utilisation de renforçateurs pour les appétences au travail, on est sur des outils qui ne sont pas que TSA, hein, c'est pour nous tous dans notre société, on fonctionne sous forme de renforçateurs aussi. Le développement des évaluations fonctionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure. Le travail autour de l'autorégulation et de l'autorégulation émotionnelle notamment, ce sont des outils qui sont de plus en plus développés aussi au niveau du polyhandicap. Donc il y a les différences cognitives peut-être, mais en même temps ça se discute. Et on a beaucoup d'enfants polyhandicapés qui développent des traits qui ressemblent à des troubles autistiques du fait de leurs déficiences multiples. Donc voilà, l'idée de coopération entre les professionnels et d'échange de compétences paraît à la limite pas un frein, mais presque une richesse. J'ai une tendance à voir le verre à moitié plein en permanence, moi. C'est essentiel, me semble-t-il. Un peu, ouais. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être qu'on puisse conclure cette matinée riche
Merci vraiment à tous les intervenants. Puis peut-être Audrey, Pierre, si vous voulez ajouter quelque chose. Non, merci beaucoup pour la richesse de ces interventions. J'ai trouvé que ça donnait vraiment un éclairage très intéressant et enrichissant, puis clair et concret, je trouve, dans la mise en pratique aussi de ces unités d'enseignement. Peut-être, j'ai noté, voilà, au fur et à mesure, je vous livre un peu, voilà, des points un peu clés de l'ensemble des différentes interventions. Je pense que ce qui était intéressant, c'est de voir que, effectivement, à travers aussi la scolarisation, ça permet à ces enfants d'améliorer leur capacité intentionnelle, leur capacité d'apprentissage, et on voit que c'est un vrai levier aussi, cette scolarisation. Qui sont en capacité d'être en posture d'élève et donc d'être dans une posture d'apprentissage. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces retours-là. D'être vigilant aussi sur la pérémulation entre ces jeunes polyhandicapés entre eux, donc d'être aussi du coup dans une scolarisation collective et pas forcément individuelle, qui peut être des fois mis dans les structures, que ça favorise les échanges. Temps partagé aussi important avec les autres élèves pour permettre aussi voilà, ce partage, ces interactions, dans cette visée aussi de cette société inclusive, hein, qui est important dans le changement de regard aussi. Vous avez évoqué aussi tout ce qui est posture aussi de l'enseignement et des adultes qui gravitent autour aussi de qui accompagnent aussi ces jeunes, qui est essentiel. Peut-être sur une dimension plus, on va dire, méthodo dans la construction de ces projets, d'avoir une visée commune entre l'ensemble des parties prenantes du projet, médico-social, éducation nationale. Et même si effectivement chacun a son propre langage, son propre vocabulaire, c'est important aussi de pouvoir aussi partager cette vision commune. Et pour pouvoir aussi avoir cette vision commune, j'ai trouvé que c'était important aussi, vous avez pointé l'importance d'avoir aussi des temps de formation communs, conjointes, et de pouvoir aussi travailler ce que vous disiez aussi, la supervision, l'analyse aussi des pratiques. Point important aussi dans ces projets, c'est de re-questionner aussi bien entendu l'accessibilité des locaux, mais pas uniquement. Je crois que c'est important aussi, voilà, de re-questionner aussi tout l'aspect pédagogique des outils. Et puis comme à chaque fois, on le voit très bien aussi, ce qui peut servir à ces enfants à besoins spécifiques se diffuse aussi dans les pratiques et pour les autres élèves. Donc dans ce partage aussi commun. Concertation aussi régulière voilà, entre l'ensemble des parties prenantes dans l'évolution aussi de ce projet, dans ce qu'on peut constater en termes de freins, de difficultés, voilà, comment collectivement on arrive à lever ces freins et à avancer. L'importance aussi, j'ai noté, de ces 3 dimensions, on revient dans les recommandations de bonnes pratiques de l'HAS dans le projet éducatif, pédagogique et projet soins. Et on voit que c'est central et que voilà, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble aussi et que l'ensemble de ces 3 dimensions soit réalisé aussi, parce que ça en va aussi d'un accompagnement aussi de qualité pour ces jeunes. Et puis dans ce que je viens d'entendre aussi, voilà, dans leur aussi l'amélioration de leur apprentissage. Voilà, je voulais vous livrer un petit peu tous ces points-là que j'ai notés un petit peu à la volée à travers l'ensemble de ces 3 interventions qui étaient vraiment très intéressantes et riches. Donc, merci encore à nouveau à vous tous et toutes. Eh ben, merci beaucoup. On avait prévu initialement 3 temps de travail sur ce groupe inclusion. Donc, on en sommes au 2e. Donc, on va revenir vers vous prochainement, puisque suite au premier groupe de travail, l'idée était de pouvoir travailler peut-être et réfléchir justement à un guide
un petit peu opérationnelles sur la mise en place des UEP ou même du travail pédagogique aussi, qu'elles soient internes ou externalisées d'ailleurs, hein. Donc c'est en tout cas quelque chose qu'on a envie de vous proposer. Donc on va y réfléchir un petit peu de notre côté, puis vous faire part de cette proposition pour ceux qui souhaitent contribuer à ce travail collaboratif au niveau de notre région. Et donc, on reviendra vers vous rapidement et on pourra vous diffuser également l'enregistrement de la vidéo, bien entendu. N'hésitez pas à nous solliciter pour tout travail de réflexion, pour pouvoir disposer de différents outils, vous mettre en lien avec d'autres acteurs. On est vraiment là pour ça au niveau de la mission polyhandicap. Voilà, merci encore à tous et puis bon appétit et au plaisir de rééchanger avec vous. Merci à tous. Merci à Merci. tous. Bonne Merci, journée. au revoir. Beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Au Au revoir. Bonne journée, au revoir.